voudrais préciser une chose. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que je suis depuis maintenant plusieurs années également professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, au sein de laquelle nous avons fondé une chaire en commun entre Mines ParisTech, Dauphine et l'UM6P, chaire qui s'intitule Économie industrielle de l'émergence de l'Afrique. Et cette chaire conduit maintenant des travaux depuis 3 ans sur ce thème, et vous verrez que je serai amené à en citer au moins un dans ma conférence. Donc, ce que je vous propose pour tenter d'être original sur ce sujet si général et si décisif, c'est une relecture des enjeux et des conditions de l'émergence de l'Afrique à l'aide d'un modèle que j'ai appelé le modèle nomade sédentaire inutile, et qui est un modèle que je développe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Alors, mon plan sera très simple. Je rappellerai quelques faits sur l'Afrique dans les inégalités. Je présenterai succinctement le modèle nomade sédentaire inutile et je l'appliquerai pour une analyse des enjeux de l'émergence africaine. Donc, première partie, l'Afrique et l'inégalité du monde, les faits. Bon. Le PIB par habitant croît partout en Afrique. Vous avez là des courbes montrant l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et puis quelques pays au sein de l'Afrique du Nord. Vous voyez que les PIB par habitant croissent partout. Cependant, l'Afrique subsaharienne n'émerge pas, car si nous comparons ces PIB par habitant à ceux de l'OCDE, nous voyons ici que les deux seules régions du monde qui émergent, c'est l'Asie de l'Est, en fait la Chine. Donc ça, c'est le ratio, un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat pour la région sur l'OCDE. Donc clairement, voilà une émergence impressionnante de l'Asie de l'Est. On voit ici une émergence continue, mais plus timide, s'accélérant un peu à partir de 2010 de l'Asie du Sud. Mais en revanche, l'Afrique subsaharienne stagne, l'Amérique latine et le Moyen-Orient stagnent aussi, avec des fluctuations qui sont essentiellement liées à l'évolution du prix des matières premières. Si l'on compare maintenant les pays de l'Afrique du Nord et l'Europe, on constate une vision un peu différente, un très lent rattrapage, mais qui a, semble-t-il, tendance à se ralentir, voire à stagner dans la dernière décennie. Alors, quant aux inégalités internes aux pays africains, vous avez ici les dernières estimations de la Banque mondiale, c'est-à-dire des estimations de Gini, coefficient de Gini des revenus, qui ont été faites dans les 10 dernières années à peu près dans chaque pays. Bon, vous voyez que les pays africains sont en bleu et j'ai mis quelques repères de comparaison avec les pays d'Asie, ici en jaune, 2 pays d'Amérique latine, le Mexique et le Brésil, et puis un certain nombre de pays dits développés d'Europe ou des États-Unis. Alors vous voyez que l'image générale qu'on a de l'Afrique, c'est que c'est avec l'Amérique latine un des continents les plus inégalitaires en termes d'inégalité sociale interne. Or, ce graphique, à mon avis, relativise un peu ce jugement. Vous voyez que, évidemment, tous les pays africains ne sont pas concernés, mais les États-Unis apparaissent un peu comme la médiane. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de pays africains qui sont moins inégalitaires que les États-Unis que de pays qui le sont plus. Bon, l'Asie apparaît légèrement plus égalitaire que l'Afrique, mais l'Amérique latine se situe en haut de l'échelle. Et d'une certaine manière, ce qui est assez frappant, c'est que les pays les plus inégalitaires d'Afrique sont tous des pays d'Afrique australe. Alors, cela dit, et vous avez la chance cet après-midi d'avoir Luc Chancel avec vous, donc vous pourrez lui poser des questions beaucoup plus précises. Ces estimations de Gini de la Banque mondiale sont à prendre avec une grande prudence. Bon, prenons l'exemple du Maroc. Selon la Banque mondiale, et la dernière estimation du Gini des revenus au Maroc date de 2013, il serait de
39,5, disons 40, quoi. Et très récemment, le Haut Commissariat au plan du Maroc a fait une étude beaucoup plus approfondie sur la base d'un sondage significatif et il trouve un Gini des revenus de 46,4%. Donc, vous voyez la marge d'erreur entre une estimation de la Banque mondiale et puis une analyse plus précise du type de celle qu'on fait dans les pays de l'OCDE dans un pays particulier. Par ailleurs, dans le graphique précédent, on voit que l'Algérie est plus égalitaire que la Suède. Permettez-moi d'en douter. Je n'ai pas les chiffres, mais enfin, ça me paraît très peu probable. Donc, je répète quand même, cela dit, l'Afrique n'est pas, à part quelques pays, principalement en Afrique australe, le champion des inégalités sociales internes que l'on décrit parfois. Alors, ceci étant posé, j'en viens à la présentation du modèle nomade sédentaire inutile. Alors, c'est un modèle qui est très simplement fondé sur une distinction ancienne et classique, que je n'ai absolument pas inventée, entre emplois. D'abord, les emplois soumis à la compétition internationale et les emplois qui ne sont pas soumis à la compétition internationale, et j'ai rajouté une autre catégorie. Alors, j'appelle emploi nomade. Emploi, c'est au sens large, c'est un salarié ou un entrepreneur individuel, une activité, si vous voulez, productive nomade, est soumise à la compétition internationale. Donc, si un emploi de ce type est détruit dans un pays donné, il peut très bien être créé dans une autre entreprise dans le même pays, mais il peut aussi être recréé ailleurs. C'est pour ça que ce ne sont pas les gens qui sont nomades, mais les emplois. Bon, exemple, la quasi-totalité des emplois dans l'industrie manufacturière, dans une partie de l'agriculture en Afrique, l'agriculture de rente, par exemple, d'exportation, qui est loin d'être la totalité de l'agriculture, dans un certain nombre de services exportables, dont le tourisme. Les emplois dans le tourisme sont des emplois nomades, puisque le touriste peut choisir d'aller au Sénégal ou en Tunisie ou en Égypte, ou tout simplement, s'il est européen, de rester chez lui, d'aller en Italie, par exemple. Bon. Donc, tous les employés du tourisme, partout dans le monde, sont en compétition entre eux. Bon. Donc, c'est bien un emploi nomade. Mais il y a aussi les call centers, par exemple, et d'une manière générale, l'ensemble des services qui sont délivrables sur Internet et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ces emplois nomades ne sont pas seulement des emplois manufacturiers et agricoles exportateurs, il y a de plus en plus des emplois de services. En France, par exemple, une parenthèse, où nous avons fait avec Philippe Froquerin des analyses très poussées du nombre d'emplois nomades, eh bien, plus de la moitié des emplois nomades en France sont déjà des emplois de services. Ensuite, il y a les emplois sédentaires. Eux sont soumis à une compétition éventuellement très vive, mais exclusivement à l'intérieur d'un pays. Si ces emplois sont détruits, si un emploi est détruit, un emploi sédentaire est détruit, nécessairement un autre emploi sédentaire est recréé dans le même pays, du moins si la demande pour les biens et services sédentaires n'a pas fléchi. Alors, exemple, nous avons des emplois de type industriel parmi les sédentaires, comme la fourniture d'électricité et d'eau, le bâtiment et le travaux publics, bien évidemment, les transports intérieurs, le commerce et la distribution, une partie, en Afrique, une partie importante de l'agriculture qui alimente, soit d'autosubsistance, soit qui alimente les villes proches, est évidemment constituée d'emplois sédentaires. Mais vous avez des emplois sédentaires extrêmement compétents et éduqués, qu'un professeur de droit constitutionnel, il est spécialiste d'une constitution et d'un pays, c'est un emploi sédentaire. Ainsi, bien sûr, que quantité de services qui, contrairement aux précédents, ne peuvent pas s'exporter. Essentiellement, mais c'est de moins en moins vrai avec justement l'enseignement à distance, l'éducation, la santé, les services à la personne et bien sûr les administrations publiques sont des emplois sédentaires. Alors, j'ai rajouté dans mes derniers ouvrages une dernière catégorie, ce sont les inutiles. Alors, les inutiles, justement, ils n'ont pas d'emploi, alors qu'ils pourraient en avoir, c'est-à-dire qu'ils font partie de la population active. Soit ils sont sans emploi, soit ils sont sous-employés. Donc, ne rentre pas dans cette catégorie une femme, par exemple, qui passe son temps, et plutôt 12 heures par jour que 8, à des tâches domestiques destinées à la survie de la famille. Non, les inutiles sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont besoin d'être subventionnés.
d'être subventionnés alors qu'ils ne rendent pas de services productifs à la collectivité. Ils sont donc inutiles économiquement aux autres, mais aussi inutiles à eux-mêmes. Et ils ont besoin, je répète, nécessairement pour survivre, d'une forme ou d'une autre de solidarité, qu'il s'agisse d'une solidarité familiale, clanique ou d'un système étatique. Une caractéristique importante de l'inutilité, c'est que l'inutilité piège les individus dans des trappes. Bon. Par exemple, prenez un chômeur de longue durée, dans ma définition, c'est un économiquement inutile. Mais l'expérience en France, par exemple, prouve que plus longtemps vous êtes chômeur, moins vous avez de chances de retrouver un emploi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le chômage de longue durée, vous perdez en compétences, vous perdez en relations sociales, en réseau, et il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. Donc, vous êtes véritablement pris dans une trappe. Bon. Très souvent, l'inutilité aussi est liée à l'isolement, particulièrement en Afrique. L'absence d'infrastructures qui vous permet de communiquer avec les autres, avec la ville, fait que dans un village africain, il y a beaucoup de jeunes qui sont en fait économiquement inutiles. Donc, bref, l'inutilité piège les individus dans des trappes. Et si l'on adopte le critère d'Amartya Sen de ce qu'est une société juste, pour faire très court, une société juste selon Sen est une société qui offre à chacun et tout au long de sa vie des opportunités d'améliorer son sort. Eh bien, si on adopte ce critère de la société juste, qui n'est pas le même que le critère de Rawls, qui est un critère plus ambitieux d'une certaine manière, société juste, une société dans laquelle chacun peut améliorer son sort s'il le souhaite, alors il est évident que combattre l'inutilité est une priorité de la lutte plus générale contre les inégalités excessives. Alors j'ajoute tout de suite, parce que c'est un élément de polémique, que ce terme inutile, qui est évidemment péjoratif, mais je le fais exprès, un inutile économiquement, un chômeur de longue durée par exemple, ou quelqu'un qui ne fait rien dans son village, peut être extrêmement utile socialement. Nous comprenons bien, nous ne parlons que d'économie. Ça peut être une personne qui se livre à des occupations bénévoles extrêmement utiles à sa collectivité, une référence morale ou intellectuelle pour sa collectivité. Mais s'il faut qu'on lui donne quelque chose pour vivre, parce qu'il ne l'obtient pas sur le marché du travail, qu'il s'agisse du travail externe ou du travail domestique, alors il est inutile économiquement. Bon. J'étais un peu long sur cette définition parce que mon expérience de débat, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur cette catégorie. Alors, le modèle nomade sédentaire dit quoi? Bon. Là, vous avez deux territoires. Il y en a un qui est un peu plus gros et fat que l'autre. Ça va être un territoire, disons, développé de l'OCDE. Et ça, un territoire en émergence. Dans chaque territoire, vous avez un certain nombre de nomades et un certain nombre de sédentaires. Et dans les soutes de l'économie sédentaire, vous avez ceux qui sont inutiles, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emploi, même dans le secteur sédentaire. Bon, ceci est le cas dans les deux pays. Alors, à l'intérieur d'un pays, qu'est-ce qui se passe? Les nomades produisent des biens et services nomades et ils les échangent. Ils en exportent quelques-uns, ils en emportent d'autres, ils les consomment pour eux-mêmes et ils les échangent avec les sédentaires contre quoi? Contre des biens et services sédentaires. Et les sédentaires, eux, produisent des biens et services sédentaires qu'ils consomment eux-mêmes et qu'ils échangent avec les nomades contre des biens et services nomades. Voilà. Donc ici, au-dessus, vous avez ce qu'on peut appeler l'économie globalisée, qui rassemble tous les nomades du monde entier, qui sont tous en compétition entre eux, plus ou moins vives. C'est une économie d'échanges globaux sur laquelle règnent les firmes globales. Les firmes globales, elles, en décidant de localiser des emplois nécessairement nomades, sinon on n'a pas le choix, ici ou là, elles donc influencent le nombre de nomades dans le pays A et dans le pays B, et en créant par exemple des emplois nomades dans le pays B, le pays en rattrapage, la Chine, elles transfèrent de la technologie. Ce sont les flèches grises ici.
qui indique donc que globalement l'activité des firmes globales transfère des technologies, des savoir-faire à travers la création d'emplois nomades des pays riches vers les pays émergents. Et c'est évidemment un des moteurs fondamentaux de l'émergence et donc de la réduction des inégalités internationales. Donc voilà le cadre analytique du modèle. Alors, bon, ça, je ne vous demande pas d'assimiler ça très rapidement, mais c'est un modèle très simple. Hein. Donc, on écrit la relation entre variables. Il apparaît que tant du point de vue de la croissance que des inégalités entre nomades et sédentaires, et une égalité mesurée aussi par le nombre d'inutiles. Hein. Bon. Donc, les paramètres qui ont les effets, les variables qui ont les effets décisifs sur ces résultats, c'est-à-dire la croissance, donc la réduction des inégalités internationales, les inégalités internes et le nombre des inutiles, ces variables sont au nombre, finalement, au petit nombre de 3. Vous avez ce que j'appelle la N, la part des nomades dans la population active totale. Donc la proportion de la population active totale qui est occupée dans des emplois nomades. Et le deuxième paramètre essentiel, c'est S, qui est la préférence pour les biens et services sédentaires. C'est-à-dire que l'individu moyen du pays, s'il a un revenu de 100, il va dépenser 70 en biens et services sédentaires et 30 en biens et services nomades. Eh bien, S, c'est ça, 0,7. C'est la part, c'est la préférence pour les biens et services sédentaires. Le fait que S puisse varier suppose que les biens nomades et les biens sédentaires sont au moins en partie en concurrence. Et en fait, ils le sont. Moi, je cite souvent l'exemple par exemple, en Europe, un repas avec des amis. Bon. Vous pouvez acheter une pizza surgelée et inviter vos amis à regarder une série chez vous sur Netflix. Vous pouvez aussi sortir avec ses amis au bistrot du coin, qui est un bistrot à vin et à fromage français, et ensuite aller voir un spectacle vivant. Bon. Vous avez deux façons de satisfaire un besoin qui est passer une bonne soirée avec des amis. L'un fait essentiellement appel à des emplois nomades et l'autre à des emplois sédentaires. Bon. Autre exemple plus proche de nos préoccupations, si dans une ville africaine, le riz importé est substitué par des céréales locales ou des tubercules locales, on a là une substitution entre un bien nomade, le riz importé, et des biens sédentaires, puisque les céréales locales et les tubercules locales ne s'exportent pas, elles alimentent simplement les villes du pays. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Il peut y avoir des substitutions entre les biens nomades et sédentaires, et on le verra. La préférence pour les biens sédentaires augmente quand la qualité des biens sédentaires augmente, quand leur prix baisse. Enfin, le dernier indicateur, c'est ρ, la productivité dans le secteur nomade. Bon, alors je vais simplement, là vous avez là quelques équations qui vous donnent la formule du PIB, qui donc dépend positivement de N, de ρ et de S, donc une fonction croissante de N, nombre relatif des nomades, ρ, productivité des nomades, et S, préférence pour les biens et services protégés. Et vous avez également la formule des inégalités, inégalité qui ne dépend que de N et de S et qui est réduite par une augmentation de N ou de S et qui est augmentée quand N ou S diminue. Alors, pour le dire en langage simple, voilà comment on peut définir les rapports entre les nomades et les sédentaires dans un territoire. Plus les nomades sont nombreux, plus ils offrent un débouché et stimulent l'économie sédentaire. Et si l'économie sédentaire est stimulée, elle est en mesure de tirer un certain nombre d'individus de leur trappe d'inutilité. Mais si le nombre des nomades dans un pays diminue, alors le secteur nomade déverse des individus dans le secteur sédentaire au moment même où la demande de biens et services sédentaires, la demande des nomades au secteur sédentaire diminue, puisque les nomades sont moins nombreux.
Donc, vous avez réduction du nombre de nomades, déversement d'emplois dans le secteur sédentaire et réduction de la demande adressée à ce secteur. Donc, sans surprise, les inégalités entre les nomades qui subsistent et les sédentaires augmentent, et dans les soutes de l'économie sédentaire, les inutiles s'accumulent. Bon, à moins, ça c'est la variation de N, à moins que l'évolution de S ne compense la réduction de N. En effet, si S augmente, la demande adressée au secteur sédentaire augmente, et on a une espèce de croissance endogène du secteur sédentaire qui réduit les inégalités de revenus entre nomades et sédentaires et qui peut aussi aspirer des inutiles de leur trappe et réduire le nombre d'inutiles. Mais en revanche, si S diminue, alors la consommation s'oriente de manière croissante vers les biens et services nomades et les inégalités augmentent. Voilà. Donc finalement, les inégalités de revenus et le nombre des inutiles dépendent des évolutions respectives de N et de S au sein de chaque territoire. Et là, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, ça dépend de toute une série de facteurs. Et tout ce qu'on peut faire, à mon avis, c'est observer ce qui se passe dans différents territoires. Alors, autre conséquence importante de la globalisation, c'est-à-dire de cette séparation dans un territoire entre emploi nomade et emploi sédentaire, et une conséquence très importante sur le plan politique, c'est qu'on a vu que plus les nomades sont nombreux, plus ils tirent vers eux les sédentaires. OK. Mais plus, dans un pays donné, plus les sédentaires sont nombreux et pauvres, et plus leurs nomades sont compétitifs dans l'économie globalisée. Car ces nomades achètent des biens de production pour fabriquer des biens nomades, des biens de production sédentaires, et ils ont accès à des biens de consommation sédentaire, très bon marché. C'est pour ça que l'Indien qui a fait ses études à Stanford, qui a commencé dans la Silicon Valley avec un salaire très important en dollars, peut très bien rentrer à Hyderabad et être compétitif avec son collègue qui est resté dans la Silicon Valley avec un salaire en dollars qui est 2-3 fois plus faible. Pourquoi? Parce que avec ce salaire qui en dollars est 2-3 fois plus faible, il peut néanmoins s'offrir une maison de 15 pièces, 3 domestiques, mais pas de Jaguar. D'accord. Mais les biens et services sédentaires étant très bon marché, il a un pouvoir d'achat qui est sans comparaison avec celui qui est resté dans la Silicon Valley. Et donc, il peut donc accepter des salaires tels qu'il est extrêmement compétitif par rapport à eux. Voilà. Donc, vous voyez que le fait que dans un territoire, les nomades aient intérêt, entre guillemets, pour leur compétitivité internationale à ce que les sédentaires soient pauvres et qu'il y ait beaucoup d'inutiles qui vont tirer vers le bas les sédentaires, tout ça met fin à la solidarité économique objective entre classes qui caractérisait l'économie fordiste. Ford disant, j'ai intérêt à augmenter mes ouvriers pour qu'ils achètent des voitures, parce que si tout le monde le fait, ils vont m'acheter des voitures. Et ceci n'était vrai que dans des territoires relativement fermés. Et vous voyez dans cette contradiction, à mon avis, vous voyez l'origine de l'opposition politique croissante en ce que certains appellent une élite globalisée et un peuple sédentaire. Récemment, les gens qui sont de Nowhere et ceux qui sont de Somewhere, de Goodhart, bon, ils ne me citent pas, je ne leur veux pas, parce que même si moi j'utilise ces concepts depuis 20 ans, ce n'est que l'année dernière qu'un de mes livres là-dessus a été traduit en anglais. Enfin, vous voyez que c'est un concept qui se répand. Voilà. Alors, quel a été justement, à l'aide de ce modèle, nous avons, moi et des doctorants, analysé les évolutions dans le monde depuis 80. Ceci est publié dans ce que j'indique là. Que constate-t-on? Eh bien, on constate que dans tous les pays riches, sans exception, N diminue, le nombre d'emplois nomades diminue. En France, en 15 ans, il est passé d'un peu plus de 30% à 27%. Et je l'ai dit, dans ces 27%, il y a la moitié qui sont des emplois de services déjà. Et S, la préférence pour les biens et services sédentaires, reste stable, voire diminue très légèrement. Si bien que, dans tous ces pays, les inégalités entre nomades et sédentaires
la valeur ajoutée par nomade sur la valeur ajoutée par sédentaire et où le salaire des nomades par rapport au salaire des sédentaires a augmenté. C'est-à-dire les nomades sont moins nombreux, mais plus riches. Dans les pays émergents comme la Chine, que s'est-il passé? Alors, c'est le contraire, du point de vue de l'évolution des emplois nomades. Ces pays ont émergé parce qu'ils ont formidablement augmenté le nombre d'emplois nomades, donc N augmente, mais S a diminué. C'est-à-dire que cette classe moyenne chinoise, qui est essentiellement dans le secteur nomade, s'est tournée de plus en plus vers des biens de consommation nomade et donc n'a pas pu, son enrichissement n'a pas joué un rôle d'entraînement sur le secteur sédentaire et donc les inégalités ont augmenté. Je ne vous dirai rien de ce point de vue-là, des inégalités entre nomades et sédentaires, de l'évolution du nombre de nomades, etc. en Afrique, parce que les données sont insuffisantes. On y travaille en ce moment, mais elles sont insuffisantes. Vous pourrez demander encore une fois à Luc Chancel s'il a des données plus précises. Bref, le résultat de cette analyse, c'est qu'entre 80 et 2020, les globalisations ont certes réduit les inégalités internationales, mais seule l'Asie de l'Est émerge, mais elles ont fortement, souvent et presque partout, augmenté les inégalités sociales internes. Bon, mais cela dit, nous sommes rentrés, je ne m'étendrai pas là-dessus, je reviendrai s'il y a des questions, à partir du Brexit, de l'élection de Trump, disons autour des années 80, on est entré dans une nouvelle phase de globalisation et qui est assez différente de la précédente et qui, en fait, est inaugurée par l'arrivée de la Chine à quasi-parité technologique avec les États-Unis. Et en plus, nous avons la Covid, et qui a des effets sur la division internationale du travail, des effets probablement à long terme, et qui enfonce le clou sur le fait que nous sommes passés du point de vue déglobalisation dans un autre monde. Je ne crois pas du tout qu'il y a déglobalisation, ne serait-ce que parce qu'un des moteurs fondamentaux des globalisations, c'est le numérique, et le numérique, par définition, il est global, même si certains pays cherchent à contrôler l'accès à Internet. Le numérique est un très puissant facteur de globalisation, mais il y a aussi le mouvement qu'on constate de relocalisation, de soucis des pays riches, en tout cas, de la maîtrise de leurs approvisionnements, et pas seulement en matières premières, mais en toute une série de composants rentrant dans les industries de santé ou les industries stratégiques, etc. Donc, ça a des effets sur la distribution, finalement, des emplois nomades dans le monde. Et c'est dans ce contexte que l'Afrique doit trouver les voies originales de sa propre émergence. J'en viens donc à ce point. Les enjeux de l'émergence de l'Afrique, alors, je répète, vus à travers ce modèle. C'est là que j'espère être un petit peu original et provoquant. Bon, alors d'abord, rappel de quelques données, données de base qu'il faut garder en tête quand on parle de l'Afrique. Évidemment, la première, c'est la démographie. Bon, tout le monde sait que l'Afrique est un continent qui est en cours de transition démographique, alors que tous les autres ont pratiquement terminé leur transition démographique. Et donc, c'est avec l'Asie du Sud, le seul continent dont la population augmente régulièrement et va probablement augmenter jusqu'à la fin du siècle. Là, j'ai limité les statistiques à 2050, parce que 30 ans pour un économiste, c'est un horizon maximum. Au-delà de 30 ans, on ne peut rien dire. Parce que d'ailleurs, on ne peut rien dire sur la technologie. Donc, si on ne peut rien dire sur la technologie, on ne peut pas dire grand-chose sur l'économie. En revanche, les statistiques démographiques, elles sont beaucoup plus solides et fiables sur de plus longues durées. Bon. Donc, l'Afrique passe de moins de 1,5 milliard en 2020 à 2,5 milliards en 2050, et ça se prolonge jusqu'à 5,5 milliards en 2100. C'est de loin le continent où la croissance démographique est la plus forte. L'Asie du Sud continue à croître, mais l'Afrique va passer devant en 2050. Et l'Asie du Sud, on voit que, en fait,
elle va commencer à plafonner à partir de 2060 et puis ensuite diminuer, comme l'a fait la Chine. Vous voyez la Chine ici. La Chine, à partir de 2030, ou en ce moment, elle est en stagnation démographique, et ensuite s'amorce une décroissance démographique. Là, le monde riche occidental, entre guillemets, donc l'Amérique du Nord et l'Europe, y compris la Russie, est en légère croissance démographique. Cette croissance démographique, très légère, n'est due qu'aux migrations. C'est pas le taux de fertilité des femmes américaines ou européennes devrait engendrer, comme en Chine d'ailleurs, ou au Japon, une décroissance démographique rapide. Il n'y a que l'immigration qui permet à cet ensemble de se maintenir au-dessus du 1 milliard et finalement pas loin du tout de la Chine. Et en dessous, vous avez l'Amérique latine qui croît très légèrement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de migration internationale? Ce sont toujours les statistiques faites par l'ONU dans le World Population Survey, dernière version 2019. Bon, il est probable que ces statistiques sont moins sûres. C'est beaucoup plus difficile de prévoir quelles vont être les migrations internationales parce que ça dépend de toute une série de facteurs. Vous voyez bien que le changement climatique va agir sur les migrations internationales, que des épisodes comme la Covid pourraient aussi. Bon, je vous donne là quand même les statistiques de l'ONU. Donc, entre 2020 et 2050, 3 continents sont censés exporter des gens, mais l'Asie beaucoup plus que l'Afrique. L'Afrique, entre 2020 et 2050, il y aurait une émigration nette d'Afrique de, disons, 13 millions de personnes. Ce qui, pour une population qui sera de 2,5 milliards en 2050, est quand même très peu de choses. L'Asie exporte plus, nettement plus, pour une population, en additionnant l'Asie du Sud, c'est surtout l'Asie du Sud, et la Chine, pour une population qui est à peine supérieure. Donc, finalement, un taux d'exportation plus important de l'Asie que de l'Afrique. Bon, l'Amérique latine aussi est un pôle d'émigration. Évidemment, les 2 grands pôles d'absorption sont l'Europe et surtout l'Amérique du Nord ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceci et ceci seul qui contribuera à leur non-déclin démographique. Alors, ce qui me paraît quand même très important aussi, c'est de voir que ces migrations internationales relativement limitées, à partir de l'Afrique, s'accompagnent, elles, de migrations internes à l'Afrique qui pourraient être beaucoup plus importantes. Là, j'ai tracé les taux d'évolution de la situation, de la population, pardon, bon, en Afrique occidentale et en Afrique australe. Alors, en Afrique occidentale, vous voyez là les pays du Sahel, de l'Ouest, donc du Tchad à la Mauritanie, et puis les pays qui sont en dessous, les pays du Golfe, qui sont en dessous, donc de Nigeria à la Côte d'Ivoire, ou si vous préférez, de Lagos à Abidjan. Eh bien, les pays du Sahel vont passer d'une population d'autour de 50 millions d'habitants à 150 millions en 2050, selon ces projections. Alors que les pays du Golfe vont passer de 200 millions à près de 400 millions. Bon. Moi, je pense que ceux-là vont immigrer là, parce que je vois mal, mais non, je vois mal, le Sahel, du Tchad à la Mauritanie, absorber en 30 ans une population 3 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Je pense que ces gens-là vont descendre, et vont descendre vers la côte, ce qui va encore augmenter la population. Et au Mozambique, on a des chiffres toujours selon l'ONU. Vous voyez que si vous comparez, l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, puis tout ce qu'il y a autour, Lesotho, Botswana, etc., avec juste au-dessus, c'est-à-dire la Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe, vous voyez que c'est ces derniers qui vont croître beaucoup plus rapidement, alors que l'Afrique australe, elle, a une croissance démographique nettement plus faible. Eh bien, ceux-là vont immigrer là. Et ça, c'est documenté dans ces projections de la Banque mondiale. Vous voyez que
il y a une exportation de plus de 500 000 personnes de la Middle Africa à l'Afrique australe. Enfin, néanmoins, si on compare ça aux migrations internationales, c'est significatif parce que si vous faites le ratio émigration ou immigration nette entre 20 et 50 divisé par la population de la zone en question en 20, vous voyez que l'Afrique exporte à peine 1% de sa population de 2020 entre 20 et 50, alors qu'en Afrique australe, l'Afrique australe absorbe des immigrés qui représentent 3% de sa population de 2020. Donc il y a ce qui me fait dire, mais ça supposerait des analyses plus approfondies, et encore une fois, la prévision des migrations est un exercice très difficile, que un des défis de l'Afrique, ce sont les migrations internes, qui seront beaucoup plus importantes que les immigrations entre continents. Voilà pour les données démographiques. Alors, pour les données économiques de base, il est clair que pour les raisons qui précèdent, l'Afrique a un atout, c'est sa population rapidement croissante et donc jeune. Et par conséquent, un marché intérieur potentiel immense, 2 fois le marché chinois en population, et avide des nouvelles technologies numériques. Nous ne sommes plus en 1980, quand la Chine a amorcé son émergence et qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de web en tout cas. Bon. Deuxièmement, la phase libérale des globalisations, je l'ai dit, qui a été très favorable à la Chine, alors que la Chine n'était pas du tout libre-échangiste, mais était mercantiliste. C'est ce contraste entre une globalisation libérale et une politique absolument mercantiliste en Chine qui ont permis à la Chine de profiter de la libération, de la globalisation libérale pour émerger. Cette phase libérale des globalisations est terminée. On est rentré dans une phase que j'ai qualifiée de mercantiliste et qui se caractérise par un affrontement entre blocs, un multilatéralisme en recul. Cette situation n'est pas forcément plus mauvaise pour l'Afrique, parce que clairement, l'Afrique peut faire jouer la compétition entre les différents blocs, États-Unis, Chine, bien sûr, mais l'Europe a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Elle n'est plus sous une hégémonie quelconque. L'Afrique gagne en liberté, d'une certaine manière, de ce basculement d'une phase de la globalisation dans une autre. Alors, la voie chinoise de l'émergence et du rattrapage technologique, impressionnant en 40 ans, elle fut très particulière. Elle s'est faite avec une population stagnante, une croissance rapidement dans une deuxième phase, dans la première phase plus autocentrée, mais dans une deuxième phase, une croissance tirée par les exportations, avec néanmoins une répression du marché intérieur, et donc des excédents commerciaux considérables, avec exportation sous forme de capitaux de ces excédents. Et bien sûr, la Chine a fait tout ça avec un pouvoir centralisé, autoritaire, de manière variable, avec des phases de relâchement et puis des phases beaucoup plus autoritaires. La voie africaine sera absolument différente, nécessairement, étant donné les fondamentaux qu'on a vus. D'abord, elle intervient entre 2020 et 2050. Il va y avoir un déploiement faramineux de la révolution numérique. Elle se fait non pas en stagnation, mais en boom démographique. Et par conséquent, la croissance doit être tirée par le marché intérieur à l'heure du numérique, avec des déficits commerciaux et une importation de capitaux, ce qui est normalement, j'allais dire, normal. C'est-à-dire qu'il est normal qu'un pays en rattrapage importe des capitaux. La situation de la Chine était tout à fait anormale. L'Afrique devra importer des capitaux pour pouvoir se payer un déficit commercial de manière à développer, comme on va le voir en particulier, son industrie manufacturière. Et bien sûr, une différence décisive, c'est que la Chine est dirigée d'une main de fer par le PCC, et rien de tel en Afrique, où le pouvoir politique est très fragmenté. Donc finalement, la voie de l'émergence africaine ressemblera
beaucoup plus à la voie sud-asiatique qu'à la voie chinoise. On peut oublier la Chine, sauf évidemment les actions de la Chine sur le continent africain. Mais le modèle chinois, on peut l'oublier. Et par contre, on aurait plutôt intérêt, si on s'intéresse à l'Afrique, de regarder aussi ce qui se passe dans le sud-est asiatique, dont vous avez vu que ce sera l'autre géant démographique de demain. Voilà. Alors, les enjeux de l'émergence de l'Afrique, analysés au prisme du modèle nomade sédentaire inutile, sont les suivants. Pour croître rapidement, rattraper, tout en réduisant ces inégalités internes, il résulte du modèle que l'Afrique doit, développer le secteur nomade et le développer fortement, c'est-à-dire augmenter N, la part des nomades dans la population active, et augmenter Rho, la productivité des nomades. Ce qui fera croître leurs revenus, puisque dans l'économie globale, si vous voulez, le ratio valeur ajoutée par emploi, productivité par emploi, tend à s'uniformiser. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Chine. Dans la Chine côtière, les salaires étaient bas, ça a permis des investissements directs étrangers en association avec les entreprises chinoises qui ont apporté une forte productivité, et les salaires se sont mis rapidement à augmenter, puisque la productivité augmentant, les salaires ont augmenté. Donc, deux choses pour développer le secteur nomade: augmenter le nombre des nomades dans la population active et augmenter la productivité de ces nomades. Mais il faut aussi dynamiser le secteur sédentaire en augmentant sa productivité. Quand je parle du secteur sédentaire, c'est évidemment y compris le vaste secteur informel, et en améliorant la qualité des biens et services produits pour faire croître S, la préférence pour les biens et services sédentaires. Puisque je vous rappelle que la croissance de S, 1, augmente la croissance du PIB, 2, réduit les inégalités. Alors, j'ai donné l'exemple de la substitution des céréales et tubercules locales au riz importé, mais il y en a bien d'autres auxquels on peut penser. Mais ça passe nécessairement toujours par une amélioration de l'attractivité, en fin de compte, des biens et services locaux par rapport aux biens et services importés. Alors, ça peut passer par tout simplement le fait de faire des infrastructures pour que les tubercules et les céréales locales puissent atteindre à bas coût les villes, et en particulier les ports, qui, eux, reçoivent du riz à très bas coût. Ça peut passer par une amélioration de la qualité, etc. Enfin, bon. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, le S n'augmente que s'il y a des évolutions au sein du secteur sédentaire qui, globalement, vont dans le sens d'une amélioration de la qualité, de l'attractivité des produits. Si on réussit ces deux politiques, enfin, si le secteur nomade se développe fortement et que le secteur sédentaire est plus dynamique, tout ça va contribuer évidemment à tirer les inutiles en dehors de leurs trappes. Mais comme ce sont justement des trappes, ça ne suffit pas. Et il faut aussi ouvrir les trappes. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les trappes, c'est-à-dire donner accès à, car ces trappes, cette forme d'inégalité qu'est l'inutilité économique est liée à des inégalités d'accès. Vous n'avez pas accès à la formation qui va vous permettre de sortir du chômage. Vous n'avez pas accès à la santé et donc vous êtes inutile économiquement parce que vous n'êtes pas en état de travailler. Vous n'avez pas accès à la ville ou à des infrastructures et à la fourniture de biens publics. Et tout simplement, vous n'avez pas assez accès aux autres. Vous n'êtes pas dans des réseaux qui vous permettent de finalement développer vos propres capacités, comme dirait Amartya Sen. Alors, reprenons un par un ces trois thèmes. Développer le secteur nomade. Alors, le secteur nomade aujourd'hui en Afrique a des caractéristiques assez particulières par rapport à l'Asie, par exemple, ou à l'Amérique latine. Il y a un secteur primaire qui est surdéveloppé. Le ratio exportation de commodités sur PIB est de 12,6% en Afrique, alors qu'il est de 5,7% dans le monde. Donc, une spécialisation primaire évidente. L'industrie manufacturière est encore peu développée. Cependant,
des études récentes ont montré que, contrairement à un récit à la mode ces dernières années, qui était celui de la désindustrialisation prématurée des pays à revenus intermédiaires, et en particulier de beaucoup de pays africains, ce récit, ce narratif, comme on dit en anglais, est contredit par les statistiques plus récentes. Il n'y a pas de désindustrialisation prématurée en Afrique. Il y a une croissance de la valeur ajoutée industrielle par habitant. Je vous montrerai un graphique comme a fourni Marc Lottier à l'instant. Et enfin, il y a une part du secteur nomade en Afrique qui est dans les services. Il y a un peu de tourisme, quelques services numériques, mais dans ce domaine des services numériques, l'Afrique fait quand même beaucoup moins bien que l'Inde. Donc je rappelle qu'elle est dans une situation en grande partie comparable. Alors voilà ce que je vous annonçais sur l'évolution de la valeur ajoutée manufacturière par habitant. Ce qui est un indicateur plus intéressant que la valeur ajoutée manufacturière sur le PIB, c'est-à-dire la part de l'industrie manufacturière dans le PIB, puisque le PIB fluctue beaucoup en raison de l'importance du secteur primaire. Bon, là, vous avez la valeur ajoutée par habitant. Ben, vous voyez qu'à partir de 2000, comme ça, vu de très loin, ça croît à peu près partout. Et il n'y a pas l'Afrique du Sud là-dedans, qui est un cas à part pour l'industrialisation. À partir de 2000, la valeur ajoutée industrielle par habitant croît dans tous les pays qui sont dans cet exemple, sauf ici, au Lesotho, il y a un peu un creux, puis ça repart, etc. Et l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, qui est le trait épais ici, c'est pareil, une lente croissance, une croissance certes lente, mais une croissance depuis les années 2000. Vous trouverez aussi des analyses de ce type dans un texte récent de Carlos Lopez et Dirk William T. Velde, dont je vous donne ici la référence. Alors, étant donné l'importance du secteur primaire, et en particulier du secteur primaire minéral, pétrole, gaz et minerais, un des enjeux, à mon avis, très importants de l'émergence africaine, c'est que les pays africains parviennent à surmonter la malédiction de la rente minière et pétrolière. Vous savez peut-être qu'en théorie, un pays qui dispose de ressources minières, s'il veut s'il veut lisser l'évolution temporelle de la consommation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de chute de la consommation au moment de l'épuisement des ressources minières ou pétrolières, doit investir toute la rente, c'est-à-dire la différence entre le prix de marché et le coût complet de production. Donc, pour éviter l'effondrement de l'économie à l'épuisement des ressources, un pays doit investir toute la rente dans d'autres types de capitaux qui font la croissance, c'est-à-dire soit du capital technique, des infrastructures, construire des routes, des chemins de fer avec la rente, soit le capital humain, avec la rente, faire des écoles, améliorer l'éducation, etc. Or, c'est très loin d'être le cas en Afrique. Lors de l'enquête au Gabon en 2015, j'avais essayé d'interroger différents acteurs sur que devenait la rente minière théorique du Gabon, qui est une rente pétrolière. Eh bien, il apparaissait, mais vraiment, c'est une enquête partielle, hein, à mon avis uniquement des ordres de grandeur, que 30% de la rente était investie, 70% étaient dépensés dans des biens de consommation courante. Donc, ce qui contredit la règle de Hartwig. Et que sur ces 30%, il y en avait à peine la moitié qui était investie de manière efficace, et non pas dans ce qu'on appelle toujours des éléphants blancs. Alors, remarquons en passant que les contrats chinois, de type je construis des routes ou un chemin de fer et je me fais payer en minerai ou en pétrole, pose peut-être des problèmes
prix du contrat. C'est-à-dire, ce sont peut-être des contrats inégaux. Les Chinois, ils gagnent peut-être beaucoup. Mais au moins, c'est une façon d'investir la rente minière dans des infrastructures. Et c'est à mon avis une des raisons de leur succès, parce que certains gouvernements sont bien conscients qu'il faut se servir de la rente minière pétrolière ou des minerais pour investir dans le capital technique du pays, pour promouvoir son développement. Bon, alors, cette malédiction de la rente minière et pétrolière, qui, je le répète, frappe de nombreux pays d'Afrique, on sait très bien comment la combattre. Il y a des moyens classiques mis en œuvre d'ailleurs par certains pays africains, comme le Botswana ou le Chili, qui sont de faire des fonds de stabilisation, puisque une des manifestations de la malédiction de la rente, c'est que les recettes d'exportation, donc les recettes budgétaires, sont très fluctuantes, et qui sont, pour s'approcher de la règle de Hartwig, de constituer des fonds, c'est-à-dire de mettre de côté la rente, pour les générations futures, soit en l'investissant, soit tout simplement en faisant des placements financiers. Et on peut ajouter à ça qu'il faut qu'il y ait un contrôle social sur ce que fait le gouvernement de la rente. Et la première chose, c'est qu'on connaisse le montant de la rente. Donc, des initiatives comme EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, à quoi il faudra ajouter la publicité des contrats miniers et pétroliers. Dans la plupart des pays africains, le contrat qui lie l'État ou la compagnie pétrolière nationale avec les opérateurs étrangers ne sont pas publics, donc on ne sait même pas quel est le partage initial de la rente. Voilà. Mais moi, je voudrais lancer une idée, enfin, je lance une idée depuis quelque temps, c'est de regarder ce qui se passe en Alaska et de se demander si ce ne serait pas en partie, éventuellement en ayant adapté la méthode, applicable à l'Afrique. Que se passe-t-il en Alaska? Donc, l'Alaska, en tant qu'État des États-Unis, est un État pétrolier. Et le gouvernement d'Alaska a décidé de mettre 25% des ressources, des recettes pétrolières du gouvernement dans un fonds qui investit cette rente sur les marchés financiers et qui donc, au bout d'un certain nombre d'années, et c'est le cas à partir de 82, peut verser tous ces dividendes à la population du pays sous forme parfaitement égalitaire. Donc, c'est ainsi que tous les citoyens de l'Alaska ont reçu 2000 dollars chacun en 2015. Donc, l'esprit de la chose, c'est de transformer une partie de la rente en revenu, je ne dirais pas universel, mais en revenu de base, en revenu donné équitablement à tout le monde. Et si cette part est importante et donc dépouille le budget de l'État, rien n'empêche ensuite d'appliquer à une population plus riche la fiscalité normale pour récupérer les recettes fiscales. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, les gens, étant donné qu'ils paieront plus d'impôts, vont demander des comptes sur ce qu'on fait de ces impôts. Alors que quand ils ne voient même pas passer la rente, finalement, ils sont peu conduits à demander des comptes sur ce qu'on fait de la rente. Voilà. Alors, je pense que cette idée pourrait être pour les pays d'Afrique où elle n'est appliquée nulle part, mais elle est appliquée en Alaska, pourrait être aussi un des moyens de surmonter la malédiction de la rente minière et pétrolière. Et dans cette même enquête que j'évoquais tout à l'heure, j'avais calculé que la rente pétrolière au Congo-Brazza, était de 3,1 dollars par habitant et par jour. Et que dans le même temps, 40% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté absolue qui était de 1,9 dollars par jour. Donc vous voyez que la distribution du tiers, 1 dollar par habitant et par jour de la rente sous forme de revenu de base, aurait évidemment supprimé la pauvreté absolue de ce pays du jour au lendemain. En plus, elle aurait stimulé la consommation populaire, donc certainement l'investissement et l'épargne, et aurait pu aussi augmenter les recettes fiscales générales du gouvernement. Bon, enfin, je suis un peu long parce que ce sont des thématiques que je connais bien d'une part, et puis d'autre part quand même très présentes dans de nombreux pays africains sur ce secteur primaire.
Beaucoup de pays africains, la Guinée par exemple, la Guinée voit comme voie d'augmentation du nombre des nomades, comme voie de développement et d'industrialisation, la transformation locale des matières premières. Bon. Alors, laissons de côté les matières premières agricoles, parce que d'abord, c'est déjà le cas, la transformation locale pour les fruits et légumes exportés. Ils sont exportés de manière telle qu'ils vont directement sur les rayons des supermarchés. Que dans les produits tropicaux, exporter des fèves ou du beurre de cacao, ça ne fait vraiment pas une grosse différence. Et donc, le problème se pose pour les minerais. Or, je prétends que c'est rarement une bonne idée de descendre vers l'aval dans la transformation des minerais bruts. D'abord parce que cette transformation est très intense en capital et crée peu d'emplois nomades. Ensuite parce que une usine d'alumine, donc qui transforme la bauxite en alumine, ou une fonderie d'aluminium qui va transformer l'alumine en aluminium, crée peu d'emplois et ont peu d'effets d'entraînement sur le secteur sédentaire autour d'elle ou au niveau national. Ensuite, ça ne permet pas, quand vous passez de la bauxite à l'aluminium, d'éviter la fluctuation des prix sur les marchés mondiaux, parce que l'aluminium fluctue autant, voire plus que la bauxite. Et c'est contre-productif, sauf cas rare, mais qui peut se trouver, où vous avez un avantage comparatif marqué dans un autre entrant de la transformation, en particulier l'énergie. Par exemple, si la Guinée avait de l'énergie électrique ou hydroélectrique, hein, pour être soutenable, moins cher que l'électricité en Chine, eh bien, elle pourrait envisager sérieusement de fabriquer en effet de l'aluminium, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fin de compte, elle a plutôt intérêt à exporter la bauxite et qu'elle soit transformée en aluminium en Chine avec de l'électricité de très bon marché, hélas faite à partir de charbon, mais c'est une autre question. Voilà. Alors, j'en viens à l'industrie manufacturière pour dire d'abord que le saut de grenouille entre les matières premières dont on vient de parler et les services numérisés, qui permettrait d'éviter le stade du développement de l'industrie manufacturière, est une utopie. Une Afrique à 2,5 milliards d'habitants en 2050, si elle veut émerger, ne peut pas importer l'essentiel de ses biens de consommation, de ses biens durables et de ses biens d'équipement en exportant des matières premières et du tourisme. Bon. Donc, l'augmentation de la proportion des emplois nomades en Afrique passe largement par un fort développement de l'industrie manufacturière. Alors, comment? On peut penser que l'Afrique va pouvoir prendre une part des segments de chaîne de valeur à forte intensité de main-d'œuvre bon marché, comme l'habillement, le cuir, le montage des pays électroniques, parce que ces segments sont abandonnés par la Chine. Mais premièrement, ils ont été repris par le reste de l'Asie de l'Est, puis par l'Asie du Sud, pensant à l'habillement au Bangladesh, par exemple, qui vient d'une délocalisation des entreprises coréennes. Et ce potentiel existe, mais il me paraît assez limité. Du moins, c'est ce que j'en ai conclu du privilège que j'ai eu de pouvoir lire avant qu'il soit terminé un rapport de Marc Lautier et de Chaponnière à l'AFD sur le sujet. De même sur l'Éthiopie, qui jusqu'à la guerre récente, malheureusement douche un peu les espoirs, était un peu considérée comme un modèle dans l'industrialisation grâce aux Chinois. On lira avec intérêt un article de Chaponnière dont je donne ici la référence qui remet un peu à sa place cet enthousiasme. Bon, clairement, moi je travaille beaucoup au Maroc. Au Maroc a accueilli des usines automobiles de Renault puis de PSA et avec des projets chinois. Il y a des possibilités, en Afrique du Nord en particulier, de délocalisation de l'industrie européenne. C'est ça dont il s'agit, rendu possible par un accord de libre-échange entre ces pays et l'UE, dans l'automobile, dans l'aéronautique au Maroc, mais aussi dans l'aéronautique en Tunisie. Mais rappelons-nous que ce mouvement de délocalisation de l'industrie européenne ou américaine va probablement ralentir, voire s'inverser.
dans la phase dans laquelle nous entrons de la globalisation. D'où l'importance absolument cruciale du marché intérieur. Je ne vois que le marché intérieur africain comme moteur suffisant à la hauteur des enjeux pour l'industrialisation de l'Afrique. Et ce qui rend absolument crucial qu'il y ait en Afrique de vastes zones de libre-échange et de coordination des politiques économiques, quelque chose comme des unions européennes à l'échelle de parties du continent africain, voire même, c'est en cours de discussion, un accord de libre-échange qui couvrirait toute l'Afrique. Parce que c'est ça qui permettra d'atteindre des tailles de marché intérieur suffisantes pour déclencher une industrialisation en servant le marché intérieur. Alors, pour développer ce marché intérieur, l'industrie manufacturière qui va servir ce marché intérieur, on pense évidemment d'abord aux investissements directs étrangers. Bon. J'ai cité l'exemple de l'automobile au Maroc tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que ces usines automobiles sont principalement des usines qui exportent en Europe. Donc, ils sont venus se substituer à des usines en Espagne ou en Roumanie. Aucun pays africain aujourd'hui ne justifie une usine d'assemblage automobile standard avec présence de ses sous-traitants de 400 000 véhicules thermiques par an. Aucun. Ni le Nigeria, aucun pays n'a ce pouvoir d'attraction, n'a de marché intérieur suffisant pour qu'un constructeur automobile étranger vienne y construire une usine destinée au marché intérieur. Mais il n'en sera pas de même quand, par exemple, les pays qui sont situés entre Lagos et Abidjan, qui, on l'a vu, rassembleront 400 millions d'habitants, probablement plus si le Sahel descend, et qui ne seront, espérons-le, qu'une seule zone économique. À ce moment-là, ça devient un marché où tout le monde a envie d'aller, même s'il est pauvre. Il est 400 millions d'habitants, même pauvre, ça justifie probablement une usine automobile pour le marché intérieur, etc. D'autant que si on prend le cas de l'automobile, dans 10 ans, l'investissement dans les usines automobiles, ce sera dans les usines d'automobiles électriques qui sont plus robustes, bien meilleurs marchés, dans lesquels les économies d'échelle sont beaucoup plus faibles que dans les immenses usines thermiques aujourd'hui. Bon. Alors, ceci suppose une politique pour attirer les investissements directs étrangers destinés, je le répète, à développer le marché intérieur. Bon, on sait que ce qui était fondamental, c'est la stabilité, la prévisibilité des conditions économiques et politiques. Que ceci est bien plus important que les incitations monétaires. C'est aussi la simplification de toute la bureaucratie, qui est en fait l'apport essentiel des zones franches, par exemple. Mais j'ajouterais qu'un certain mercantilisme à la chinoise serait à envisager dans ces zones de libre-échange africaines de plusieurs centaines de millions d'habitants et serait probablement le bienvenu. Si vous voulez, c'est la forme contemporaine de la production des industries naissantes, comme disait Liszt. Ça ne consiste pas à mettre des droits de douane pour forcer les gens à venir produire chez vous plutôt qu'exporter chez vous, mais c'est ce qu'ont fait les Chinois. Ça passe par la négociation de localisation d'une part de la valeur ajoutée dans le pays cible. Donc, c'est conditionner l'accès au marché local à une part croissante de valeur ajoutée locale et aussi la conditionner à des accords avec les firmes locales. C'est exactement ce qu'ont fait les Chinois dans leur phase de croissance tirée par les exportations, mais ça peut se faire aussi pour une phase qui serait tirée par le marché intérieur. Et ça, c'est ça, la valeur ajoutée locale qui forme des gens et l'association avec les firmes locales, c'est par là que se diffusent le plus rapidement possible les innovations technologiques. Voilà, donc je répète, ça suppose en Afrique des zones de libre-échange stables et qui fonctionnent, incluant d'ailleurs la libre circulation des personnes, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Donc en fait, des unions européennes à l'intérieur de l'Afrique.
Alors, bon, ça, c'est la politique à l'égard des IDE pour les inciter à venir et à transférer des technologies pour développer la production pour le marché intérieur africain. Mais je suis persuadé que l'essentiel devra venir des entrepreneurs américains eux-mêmes, l'essentiel de la création d'emplois nomades. Dans les services comme dans l'industrie, qui d'ailleurs, avec l'industrie 4, sont intimement liés. Et pour que ça vienne des entrepreneurs africains eux-mêmes, bon, un certain nombre de conditions politiques sont nécessaires. Il faut se débarrasser de la culture de recherche de rente, qui vient de l'une des manifestations de la malédiction des matières premières. Il faut, pour les entrepreneurs africains aussi, une simplicité, une stabilité du climat des affaires. Puisque l'Afrique, globalement, devra apporter du capital, ben, ça passe par l'apportation du capital par les entrepreneurs africains. Donc, il faut absolument travailler sur un accès des entrepreneurs africains à des financements, y compris internationaux. Je l'ai dit, il faut multiplier les accords avec les firmes globales pour transférer les technologies et accompagner tout ça d'un intense effort de formation des emplois nomades. Soulignons que l'industrie en Afrique sera d'entrée une industrie 0.4. Hein. Je ne crois pas du tout aux technologies adaptées. Je ne crois pas du tout que l'Afrique doit s'industrialiser avec l'industrie de la Chine il y a 20 ans. C'est avec l'industrie actuelle, les techniques actuelles, et donc l'imbrication industrie, manufacturière, service est un rôle essentiel du numérique. Voilà, alors la politique d'accompagnement, de plus en plus, bon, après une phase à la fois des investissements directs étrangers et des investissements des entrepreneurs africains, la politique d'accompagnement, qui s'était réduite sous l'influence de la Banque mondiale et du FMI à des politiques d'environnement, de climat des affaires, de plus en plus, on admet qu'il faut qu'il y ait des politiques industrielles avec vision stratégique qui soit ciblée sur tel ou tel secteur et qui comprennent en particulier aussi des politiques de formation pour fournir les compétences nécessaires aux emplois nomades qui vont être créés. Voilà. Alors après, il faut dynamiser le très vaste secteur sédentaire. Je rappelle qu'il s'agit de faire du secteur sédentaire un moteur d'une croissance endogène par augmentation de la productivité et de la qualité des produits. Donc, faire augmenter, la préférence pour les biens et services sédentaires. Bon. Alors, ça passe par être bien conscient du nœud qui existe entre agriculture et urbanisation en Afrique. Pour le pays africain médian, 50% des emplois sont encore dans l'agriculture, c'est pour l'essentiel des emplois sédentaires, et ça représente 22% du PIB. Bon. Deuxièmement, c'est ce qu'ont montré une analyse de Franck Nourri, qui est dans mon équipe. Il existe un lien causal fort entre la croissance urbaine et l'augmentation des rendements dans l'agriculture. Autrement dit, c'est la croissance urbaine qui tire l'augmentation de la productivité dans l'agriculture. Et donc, il ne faut absolument pas, comme ont été tentés de le faire à la fois des agences de développement et des gouvernements, il ne faut absolument pas tenter de freiner l'exode rural. Au contraire, plus il y a d'inactifs, d'inutiles à la campagne qui vont en ville, même si c'est pour s'entasser dans un premier temps dans des bidonvilles, c'est bon pour l'amélioration de la productivité agricole. C'est le moteur fondamental de l'amélioration de la productivité agricole. Bon. Alors, j'insiste simplement pour dire que la révolution agraire de l'agriculture est fondamentale dans l'émergence de l'Afrique, comme elle l'a été dans tous les pays d'Asie. Ça a toujours commencé par là. En Corée, ça a commencé par là. En Chine, ça a commencé par là. La révolution agricole est absolument centrale. Et comme l'ont fait remarquer de nombreux agronomes, elle devra être doublement verte. Premièrement, comme la première révolution verte, en augmentant les intrants et la mécanisation et l'irrigation, mais deuxièmement, en étant respectueuse de l'environnement. Bon.
Alors, je l'ai dit, laisser se développer les villes, mais pour que les villes se développent, le défi est absolument considérable. Il y aura, entre 2020 et 2050, 900 millions d'habitants urbains en plus en Afrique, soit 30 millions par an, ce qui suppose de construire à peu près l'aire urbaine de Shanghai tous les ans. Et il faut que ces villes soient durables au plan climatique. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et il faut qu'elles fonctionnent. Il faut qu'elles fonctionnent comme villes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient un lieu d'opportunité pour les individus qui naissent dans la ville ou arrivent dans la ville. Alors pour ça, il faut un certain nombre d'investissements. Ma longue pratique d'urbaniste africain m'a apporté, enfin m'a conduit aux conclusions suivantes. En Afrique, il est d'abord nécessaire de clarifier les droits de propriété sur les terres à urbaniser, parce qu'il y a plusieurs couches de droits de propriété qui rendent les choses compliquées. Ensuite, il ne faut pas laisser les bidonvilles s'installer absolument comme ils veulent. Il faut au minimum tracer des rues et des rues avec des trottoirs. Et puis entre les rues, par contre, il faut laisser les gens s'installer. Ensuite, il faut apporter l'électricité. C'est le réseau de loin le plus important, parce qu'avec lui vient Internet. Les autres réseaux, eau, assainissement, peuvent attendre, puisque quand les gens s'installent, ils prélèvent de l'eau dans la nappe et il faut les inciter à faire des toilettes qui ne vont pas ensuite polluer la nappe. Et ça permet d'attendre plusieurs années à l'arrivée des réseaux. Pour ce qui est des transports en commun, de manière à connecter la ville, pour ce qui est des transports en général, le moyen le plus simple au départ, c'est le bus rapide transit, c'est-à-dire un bus rapide sur des voies propres, puis le tram, puis le métro en fonction de la densité. Et enfin, la plupart des villes africaines sont des villes plates. Donc, on ne voit pas pourquoi le vélo, pour moi c'est un grand mystère, on ne voit pas pourquoi le vélo ne se développe pas plus rapidement comme en Asie, et naturellement aussi le scooter à condition qu'il soit électrique. Alors, tout ceci suppose des investissements très importants pour accompagner une croissance urbaine, je le répète, plus 900 millions d'habitants dans les villes en 30 ans. Or, ces investissements urbains, eh bien, ils ont comme effet d'enrichir ceux qui possèdent de la propriété foncière et immobilière en centre-ville. Plus la ville est grande, plus les prix en centre-ville sont élevés. Donc, puisqu'ils profitent des investissements urbains, par une amélioration de la valeur du foncier et de l'immobilier en centre-ville, ben, il faut financer les investissements urbains par la taxation de cette plus-value. Alors, soit la taxation des plus-values, mais c'est compliqué, il faut un bon cadastre et une transparence dans les prix de transaction, soit la taxation des propriétés immobilières elles-mêmes, soit la taxation de des loyers. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais l'idée est la suivante. Tous les propriétaires centre-ville bénéficient des investissements que fait la municipalité pour faire croître la taille de la ville, donc ils doivent les financer. Alors, donc ce secteur sédentaire, maintenant revenons au secteur sédentaire dans son ensemble. On a vu qu'il fallait dynamiser l'agriculture et tout ce qu'il y a autour localement, secteur sédentaire rural, et faire des villes qui permettent le déploiement d'un secteur sédentaire actif dans les villes suppose des politiques transversales qui sont d'abord briser les monopoles. Dans un très grand nombre de pays africains, et c'est lié à cette culture de la rente que j'évoquais à propos des matières premières, il y a des monopoles sur des biens de consommation courante sédentaires, sur toute une série de choses. Pour dynamiser le secteur sédentaire, il faut briser ces monopoles. Il faut qu'il y ait une formation initiale et professionnelle à certains métiers. Il faut stimuler l'innovation, procédés et produits pour améliorer en permanence l'attractivité des biens et services sédentaires. Ça passe assez largement par une généralisation de l'accès à Internet, déjà très développé. N'importe quel paysan africain a 2-3 téléphones, 2-3 terminaux pour pouvoir jongler entre les opérateurs en fonction du moins cher de l'instant. Et il faut s'assurer, bien sûr, dans ce domaine, d'une large concurrence entre tous les opérateurs. Et enfin, bon,
Il faut cesser, à mon avis, de harasser le secteur informel, de le stigmatiser. Il faut le laisser se développer et lui fournir simplement des incitations à se formaliser. Voilà, enfin, ouvrir les trappes d'inutilité, je vais vite parce que j'ai déjà trop parlé. Donc, l'inutilité économique a presque toujours pour cause des inégalités d'accès. Et elle accentue et pérennise ces inégalités d'accès. Elle enferme les individus dans des trappes d'où il est très difficile de sortir par ses propres efforts. Donc, pour réduire le nombre d'inutiles, afin que toute la population potentiellement active contribue à la croissance et à l'émergence et à une croissance égalitaire, il faut bien sûr stimuler les secteurs nomades et sédentaires, comme on vient d'en parler, parce qu'ils jouent un rôle d'aspirateur. S'il y a de plus en plus de nomades, ils vont de plus en plus commander des biens aux sédentaires, donc l'emploi dans le secteur sédentaire va augmenter, donc ça crée un effet d'aspiration des inutiles, à travers d'abord, dans un premier temps, le secteur informel, d'où la nécessité de le laisser se développer. Mais ça ne fait qu'offrir des opportunités d'emploi. Il y a des gens qui ne pourront pas saisir ces opportunités si on n'ouvre pas les trappes, c'est-à-dire si on ne leur apporte pas soit la santé, soit l'éducation, soit les infrastructures qu'il faut pour justement profiter de ces opportunités. Voilà, merci de m'avoir suivi si longtemps. Donc, si je voulais résumer en quelques phrases, je dirais l'émergence de l'Afrique sera très différente de celle de la Chine et du reste de l'Asie de l'Est. Or, on a toujours des références implicites, en tout cas avec ce qui s'est déjà passé. La Chine apparaît comme la référence absolue en matière d'émergence. Bon, il faut être conscient qu'en Afrique, ça ne se passera absolument pas comme ça. Deuxièmement, ce sera une émergence à l'ère du numérique, parce que la révolution numérique ne fait que commencer. Et bien sûr, comment dire, c'est clair que l'émergence soutenable de l'Afrique, c'est le grand défi du siècle, et pas seulement pour les Africains, pour tout le monde. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cette intervention très, très riche et très dense. On a fait un tour complet de l'Afrique en particulier, mais des questions de développement également. Je voulais juste souligner que l'économie du développement, si la question du développement est assez vaste, l'économie du développement, elle est quand même fondée sur l'existence des inégalités internationales au départ. S'il n'y avait pas d'inégalité, l'économie du développement aurait été un peu plus creuse. Et l'objectif, c'est de les réduire. Alors, ce qui se passe depuis un certain temps, c'est que les inégalités, elles glissent de plus en plus au niveau interne. C'est ce qu'on constate. Et je trouve que la présentation et ce modèle nomade sédentaire est très didactique pour saisir l'articulation interne-externe des inégalités, aussi bien au nord qu'au sud. Et c'est assez précieux. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur l'Afrique, puisque le focus de l'intervention était sur l'émergence et les conditions d'émergence africaines. Donc, je vais laisser Léo donner la parole via le chat, puisque les questions sont à poser sur le chat. Et on va commencer par 3 questions donc, qui sont posées à Pierre-Noël sur son intervention. Alors, oui, merci M. Giraud pour cette intervention. Donc, on a eu beaucoup de réactions effectivement dans le chat. Je vous propose, comme vient de le dire Marc, de vous poser par paquet de 3, puis on vous laissera répondre et je reprendrai 3 questions. Alors, excuse-moi Léo, on va se donner jusqu'à 12h30 pour avoir le temps de la discussion. Et désolé pour ceux qui avaient quelque chose sur le feu entre 12h et 12h30. Continuez un peu. Donc la première question. Pardon d'avoir été un peu long. Non, mais donc la première question nous est posée par Thierry Montalieu. Alors il nous dit: les dynamiques inégalitaires récentes ne seraient-elles pas en partie le résultat de la libéralisation des services et en particulier les modes 3, présence commerciale, et 4, travailleurs détachés, se montrant plus déstabilisants pour les emplois sédentaires que les échanges de biens? Donc ça, c'est la question de Thierry Montalieu. Nous avons une question aussi de M. Ben Bayer. Pour s'affranchir de la Dutch Disease, ne pensez-vous pas qu'il faut une volonté gouvernementale liée à une forme de gouvernance
prenez le cas des fonds souverains danois. Et j'en profite pour rebondir sur cette question. On a eu pas mal de questions sur le rôle des institutions et comment vous incluez voilà, le rôle des institutions dans les pays africains, la gouvernance, etc. Et on avait une dernière question de Marc Imbert. Au vu du schéma général, il semble que l'extension du secteur nomade dépend de la décision des firmes mondiales. Comment l'Afrique peut-elle les attirer sur ce chemin, comme le firent certains pays d'Asie de l'Est, ou le Mexique, ou la Chine avec les zones spéciales? Est-ce cela que vous proposez? Et donc, je vous laisse répondre à ces 3 questions. Bien, merci. Il est certain, bon, pour dynamiser le secteur sédentaire, qui comprend beaucoup de services, j'ai en effet dit qu'il fallait y briser un certain nombre de monopoles. Donc, on peut dire le libéraliser. Et il est clair que cela est susceptible de provoquer la fin de certaines situations plus confortables de rente, etc., donc des inégalités. Mais je pense que là, c'est le prix à payer provisoirement pour obtenir une véritable amélioration de la qualité des biens et services et de la productivité dans ce secteur qui, globalement, vont contribuer quand même à réduire les inégalités. Alors, sur la malédiction des matières premières et de manière générale sur la gouvernance, bon, c'est clair que sortir de la malédiction des matières premières, j'ai donné un exemple avec les pays africains comme le Botswana qui en sont sortis, ou les pays latino-américains comme le Chili aussi, et l'Alaska, c'est une affaire de gouvernance et rien d'autre. Mais toutes les affaires de gouvernance sont des affaires aussi de quelle est la pression que peut exercer le peuple sur son gouvernement. Alors, attendre quelque chose des gouvernements en la matière, je crois que c'est vain. C'est-à-dire que ça ne peut venir que d'une pression de la société civile. J'ai bien vu en Afrique que, par exemple, l'initiative EITI de transparence, on demande aux entreprises de dire ce qu'elles ont versé comme recette à l'État et on demande à l'État de dire ce qu'il a reçu. Voilà, tout simplement ça. Et on compare les deux. Et si ce n'est pas la même chose, on essaie de comprendre pourquoi ce n'est pas la même chose. Simplement ça, les gouvernements africains s'y sont ralliés parce que leur image internationale en dépendait, mais ils ne l'ont fait vraiment, et ça fonctionne que quand vous avez des organisations de la société civile qui demandent des comptes et qui exigent qu'on le fasse. Bon. Donc, oui, ce sont des problèmes de gouvernance, et comme tous les problèmes de gouvernance, ils ne peuvent être résolus, améliorés que s'il y a une forte pression de la société civile. Alors, comment attirer les investissements directs étrangers en Afrique, sachant le rôle décisif qu'ils ont eu en Chine, par exemple, pour le développement industriel et pour les transferts de technologie? Bon, c'est là que je pense que ça se passera assez différemment en Afrique de ce qui s'est passé en Chine. Premièrement, industrialisation par les exportations ou industrialisation pour le marché intérieur, très clairement, je pense que la voie pour l'Afrique, c'est l'industrialisation pour servir le marché intérieur. Et donc, il faut constituer des marchés intérieurs qui soient suffisamment attractifs pour les entreprises étrangères. Et deuxièmement, deuxième dilemme, entreprises étrangères, IDE principalement, ou investissement par des entrepreneurs locaux, là aussi, je pense que le rôle principal devrait être joué en Afrique par les entrepreneurs locaux. Mais si on veut conserver le fait qu'il y ait des transferts de technologie, ça veut dire que ces industriels locaux ont intérêt à rechercher des partenariats avec des entreprises étrangères et des partenariats fondés sur les perspectives d'un marché intérieur vaste et surtout jeune et allant se développer rapidement. Voilà. Merci. Alors, 3 questions encore. On reprend une série de questions. Donc, on a une question de Claire Mingui.
qui nous dit mais ce modèle de l'Alaska est-il intéressant à appliquer aux pays miniers pour lesquels les recettes sont bien moins importantes que celles des pays pétroliers, et cela peut favoriser la consommation mais ne résout pas le problème du manque d'investissement dans les biens et services publics et de la transition vers l'après-mine, transfert vers les autres formes de capital de Hartwig. Ça, c'est la première question. On a une deuxième question de Xavier Oregan. N'est-il pas illusoire, entre guillemets, d'évoquer le continent compte tenu des multiples disparités entre États? Les locomotives africaines ont-elles les moyens et volontés de tirer l'ensemble du continent, notamment la SSA? De plus, comment s'inspirer du modèle de l'Asie du Sud-Est sans industrialisation, import substitution, la ZLECA, la ZLECA, voire une monnaie commune qui n'est pas pour demain, a-t-elle un rôle à jouer dans ce cadre? Et enfin, dernière série de questions, on a Ludovica Milano. Concernant la première partie de votre intervention, peut-on parler vraiment d'inutile? Les personnes qui reçoivent des transferts de l'État ou des solidarités communautaires dépensent ces transferts dans l'économie locale, contribuant à la création et ou au maintien de ces emplois que vous définissez comme sédentaires. Il ne s'agit pas de revenus productifs, mais ce sont tout de même des revenus qui contribuent à l'économie locale. Et j'en profite pour y adjoindre une question, une remarque sur le Maroc. Adaskou nous dit « Le Maroc envisage de donner des allocations de chômage. Est-ce qu'il y a un risque de développer l'inutile et les trappes au Maroc ?» Merci beaucoup. Bon, alors, première question, il est vrai que en Afrique, comme partout d'ailleurs, les rentes issues du secteur minéral non énergétique sont toujours beaucoup plus limitées que celles issues du pétrole ou du gaz. Bon. Et donc, on peut se poser la question de savoir, comme ces rentes sont limitées et que les besoins de l'État sont immenses, il faut qu'elles soient entièrement captées par l'État pour produire les biens publics indispensables au développement et non pas détourner vers le grand public comme dans le cas de l'Alaska. Je maintiens que il y a une grande différence entre la situation où les rentes, qu'elles soient pétrolières ou minérales, passent directement des entreprises à l'État dans une situation d'assez grande opacité en général, et une situation où ces rentes, même limitées, seraient directement versées sous forme de revenus de base à tout le monde. Pourquoi? C'est en anglais une différence d'accountability. C'est-à-dire que, évidemment, l'État, s'il distribue toute la rente, l'État a besoin de recettes fiscales. Mais au lieu de les prendre directement dans la poche des compagnies minières, il va être obligé de les prendre à sa propre population. Et ce qu'il donne d'une main de façon absolument égalitaire, le revenu de base, qui est égal à la totalité de la rente, il peut le reprendre d'une autre main par une fiscalité qui, elle, peut en plus avoir l'avantage d'être progressive. Et le deuxième avantage, c'est que comme ce sont les gens qui paieront eux-mêmes pour le budget de l'État, alors que ce n'est pas eux qui payent aujourd'hui, ce sont les compagnies étrangères. Bon. Eh bien, ils demanderont des comptes sur l'usage qu'on fait de ces recettes publiques. Alors que maintenant, ça tombe du ciel. Hein, bon. Donc, il y a une question de fond qui est celle-là, qui est, je ne nie pas que les États aient tous besoin de capter une partie des rentes pour alimenter leur budget de développement, mais il y a deux façons de le faire, directement et de façon obscure, ou en distribuant d'abord la rente et ensuite en la ponctionnant par un système fiscal normal. Et ça, c'est vrai aussi bien des rentes pétrolières que des rentes minières. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette idée. C'est ça qui est intéressant. Ça permet à la société civile d'abord de savoir quelles sont les rentes et ensuite d'exercer un contrôle sur ce que l'État en fait, mais finalement à travers une fiscalité générale. Bon, alors,
La question des locomotives en Afrique. Bon, je ne l'ai pas dit dans mon exposé, mais c'est clair que le développement de l'industrie, qui va être crucial, l'industrie, ce n'est pas comme l'agriculture. L'industrie se développe dans des pôles, dans des clusters. Bon. Et en Afrique, l'industrie va d'abord se développer sur les côtes. Vous me direz, et l'Éthiopie? Oui, ben d'accord, on a construit un chemin de fer qui connecte directement les zones industrielles de l'Éthiopie au port de Djibouti. Donc, mais surtout sous forme de clusters, d'agglomération, etc. Donc, on ne voit pas pourquoi un pays qui sera en avance et qui aurait réussi à attirer chez lui des IDE et à entraîner tout un système d'industriels locaux dans un développement industriel, se soucierait de ce qui se passe à côté. Non, pensons tout simplement au golfe de Guinée, vous voyez, entre, je répète, Lagos et Abidjan, se développe dans une conurbation à peu près continue de 150 millions d'habitants hein, à l'horizon 2050. Se développent des zones industrielles. Pourquoi ces locomotives se soucieraient-ils des autres? Parce que la première raison, c'est que d'abord, il faut que ces zones industrielles aient un marché. Et le marché doit aller au-delà des pays dans lesquels elles sont installées. Donc, il faut qu'il y ait des accords de libre-échange vastes en Afrique. Et ensuite, il faut que ces accords de libre-échange soient plus que ça, que ce soit des unions économiques où il y ait une relative circulation des gens. Il faut que le paysan sahélien qui ne peut plus vivre, enfin, que les enfants, les 7 enfants du paysan nigérien qui ne peuvent plus vivre sur la ferme familiale puissent aller travailler justement dans le Golfe. Bon. Voilà, donc c'est une condition qui me paraît nécessaire pour que une industrie qui, certes, va se concentrer dans un premier temps dans des clusters, puisse rayonner, puisse avoir comme un hinterland, un marché intérieur vaste. Une condition pour que les IDE viennent et pour que les industriels africains bénéficient des économies d'échelle et de toute la dynamique liée à un vaste marché intérieur. Bon, alors les inutiles, économiquement inutiles, en effet, comme dans les sociétés, sauf en cas de guerre, enfin, sauf en cas exceptionnel, on ne laisse pas les gens crever de faim. Une société s'organise toujours pour organiser une solidarité minimum, de manière à ce que ceux qui n'arrivent pas à percevoir des revenus par leur travail ou en échangeant des services avec les autres, je pense au travail domestique, par exemple, ceux-là, on ne les laisse pas crever de faim. Donc, il y a des formes de solidarité. Et ce qu'ils reçoivent, ils l'utilisent pour manger. OK. Bon. Mais ce serait tellement mieux s'ils avaient un travail dont ils pourraient vivre. Ça augmenterait le PIB. Ils dépenseraient plus. Et deux, ceux qui ont dû dériver une partie de leurs revenus pour leur permettre de manger pourraient consommer plus. Donc, dans tous les cas de figure, si vous voulez, réduire l'inutilité, et faire en sorte que tous ceux qui sont capables de travailler, de rendre service économiquement aux autres et à eux-mêmes puissent le faire, c'est toujours une bonne chose. Bon. Alors, est-ce qu'une allocation chômage est susceptible d'augmenter le nombre des inutiles? Bon, on va serrer le problème. Est-ce que les allocations chômage augmentent le chômage? Sachant que pour moi, seul le chômage de longue durée est une inutilité. Le chômage frictionnel, vous avez perdu votre emploi, il faut vous former un peu pour en trouver un autre, ça vous prend 6 mois. Pendant ces 6 mois, vous n'êtes pas inutile. Non, celui qui est inutile, c'est celui qui n'arrive pas à rentrer sur le marché du travail, quoi. Alors, est-ce que le fait de mettre des allocations chômage augmente ça? Bon, c'est un débat assez classique. En général, avec une polarisation droite-gauche. La droite dit les allocations chômage désincitent les gens à chercher du travail et donc ils sont confortablement dans le chômage. Les autres disent mais non, c'est pas vrai, personne n'a envie d'être au chômage. On gagne quand même plus quand on travaille que quand on est au chômage. Et puis surtout, on est socialisé, on a des rapports sociaux, donc c'est plus intéressant, etc. Bon, je ne veux pas entrer dans ce débat. Je suis plutôt de ceux qui pensent que, sauf à être vraiment énorme, les allocations chômage ne créent pas du chômage. Donc, et je pense que ce qu'on envisage au Maroc, ce sera toujours plus utile pour un Marocain, pour lui et pour les autres, de trouver un travail,
y compris dans le secteur informel, que de se contenter de recevoir l'allocation dont on parle. Voilà. Très, très complète. Je crois qu'on a encore une dernière série de questions, Léo, c'est ça? Oui, on prend une dernière série de 3 questions. Donc, Monsieur Abou ou Aboubé, quelle politique de graduation de l'informel vers le formel quand on sait la réticence des unités informelles? Ensuite, on avait une question de Marc Imbert. Y a-t-il un rôle important à jouer par certaines institutions, organisations internationales? Est-ce que les actuels partenariats européens pour l'Afrique sont positifs? Et la dernière question, je la laisse à Marc Lothier ici. Ouais, merci. Moi, c'était par rapport au modèle. En gros, l'idée, c'est de faire bouger N, les emplois nomades, ou S, ceux qui sont liés à la préférence nationale des consommateurs. Et pour la deuxième dimension, parce qu'en gros, quand même, l'Afrique, la démographie, ce qu'elle nous indique de manière à peu près claire, c'est qu'il y a 700 millions de nouveaux entrants dans la population active à l'horizon 2050, donc ça fait quand même beaucoup de jobs à trouver pour l'Afrique subsaharienne. Et pour la deuxième dimension, donc les emplois liés à l'augmentation de la demande intérieure et de la préférence nationale de la demande des consommateurs, pour avoir des résultats significatifs en termes de création d'activités et d'emplois dans l'industrie ou ailleurs, je ne vois pas très bien comment. Enfin, j'imagine pas d'autre solution qu'un protectionnisme extrêmement lourd, qui ne me semble pas très compatible avec les règles multilatérales actuelles. Donc, et sinon, je ne vois pas comment l'Afrique, enfin, les économies africaines créeraient ces activités et ces emplois. Donc, c'est la question du changement de level, de degré du protectionnisme, qui me semble un peu incontournable, mais sans que je vois très bien comment on y arriverait. Bon, alors, comment. J'ai dit qu'il va, à mon avis, le secteur informel étant un secteur qui crée beaucoup d'emplois, et en particulier pour les arrivants dans les villes, même pour ceux qui naissent dans les villes, qu'il ne fallait pas le stigmatiser, mais plutôt l'inciter à se formaliser. Alors, j'avoue que je n'ai pas énormément réfléchi à la question, mais je pense par exemple à des incitations du type, si vous voulez postuler à des appels d'offres publics, vous devez être formel, quoi. Voilà. Donc, on imagine assez une entreprise de l'informel qui se développe d'abord dans l'informel et qui ensuite voit des perspectives d'élargir ses marchés et qui mesure les avantages et les inconvénients. S'il se formalise, il a accès à de nouveaux marchés, mais il va payer des impôts, il va devoir appliquer le droit du travail, ce sont les deux caractéristiques principales de l'informel. Hein. Ne paye pas d'impôts, n'applique pas le droit du travail. Bon. Donc, ils mesureront les avantages et les inconvénients. Donc, il s'agit c'est ça ce que j'appelle des incitations. Ça peut être donc les commandes publiques, mais ça peut être aussi de demander aux entreprises formelles, elles aussi, de ne pas contracter, sauf, il ne faut pas non plus exagérer, parce qu'il ne faut pas non plus saper la productivité des entreprises formelles quand elles s'appuient en partie sur le secteur informel. Bon, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'idées, juste une orientation, cherchons plutôt dans le sens des incitations que dans le sens des réglementations. Alors, les partenariats, les partenariats, entre l'Europe et l'Afrique. Bon, l'Europe n'est plus, je dirais heureusement, le partenaire principal ou unique des pays africains. Je répète ce que j'ai dit au début, c'est la fragmentation actuelle qui fait suite à la phase libérale de la déglobalisation, la compétition entre grands pôles, Chine et États-Unis au premier plan et quelques autres ensuite, doit permettre à l'Afrique de nouer des partenariats multiples, de mettre en compétition tous ces pôles pour entrer en affaires avec elle. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà ce que je dirais sur la question. Alors, enfin, la dernière question de Marc Lothier. Bon, il est clair que si on dit le nombre d'emplois à créer ne peut pas être uniquement, on ne peut pas l'attendre uniquement d'une croissance manufacturière tirée par les exportations.
Ça doit être des emplois manufacturiers, agricoles et de services pour le marché intérieur, se pose le problème de la protection des industries naissantes, hein, un problème archi-classique. Bon. Je pense, moi, que l'instrument des droits de douane, c'est-à-dire le protectionnisme au sens classique, inciter des droits de douane, est un instrument un peu brutal, un peu inadapté au monde actuel, qui est un monde de chaînes de valeur éclatées, qui est un monde de numérisation, de globalisation numérique totale, etc. Je préfère un autre instrument. Je pense qu'il faut un instrument. Il faut un stimulus pour que, les IDE viennent et pour que, il y ait un marché attractif pour les entrepreneurs africains eux-mêmes. Mais ça passe plutôt, à mon avis, par ce qu'ont fait les Chinois, c'est-à-dire les obligations. Vous voulez avoir accès à cet immense marché de 500 millions de personnes qui va aller de Lagos à Abidjan, OK, mais vous venez produire sur place. Voilà. Pas tout, on va pas vous dire ce que vous devenez, mais on va vous dire, vous devez, dans un premier temps, produire 30% sur place. Et puis ça passera, parce que les industriels aiment la prévisibilité. Dans 5 ans, ce sera 50%, et ensuite, etc. C'est la condition. Et on va se donner les moyens de la vérifier. Et on peut ajouter une deuxième condition, c'est vous devez faire des JV, même si vous êtes majoritaire, vous devez faire une JV avec une entreprise locale. Vous la choisissez vous-même, mais vous devez le faire. Pourquoi? Parce que ça va permettre des transferts de savoir-faire entre vous et une entreprise locale, qui va ensuite pouvoir se déployer, etc. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Hein. Et c'est ça le moteur de leur rattrapage technologique. Produisez chez nous avec des entreprises de chez nous. Voilà. Je pense que c'est ça la forme de protectionnisme. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça du protectionnisme? Non, il faut appeler ça une forte incitation. Mais cette incitation n'est crédible que si vous offrez un marché potentiel attrayant. Hein? D'où la nécessité, à mon avis, encore une fois, de constitution d'espaces économiques vastes et où circulent les marchandises, aussi les hommes. Alors, bien sûr, je vois bien le problème étatique que ça pose. Hein. Bon. Pour faire court, le Mali, qui est d'actualité, le Mali ne peut rien tout seul, rien du tout, mais vraiment rien. Même pas se gouverner lui-même, je pense. Voilà, donc il faut qu'il soit inclus dans un ensemble plus vaste. Très bien. Et merci beaucoup pour ces réponses et pour ces échanges. Je crois que nous allons clore la matinée sur ces derniers commentaires. Juste, si vous pouvez patienter quelques minutes, Léo va préciser